Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bonjour à tous, bienvenue au 3e épisode du podcast Le Match en main. Tout d'abord, je vais m'excuser, je vous ai fait attendre longtemps entre le 2e et le 3e épisode. J'ai eu un dernier mois assez fou, très occupé, beaucoup de choses à faire, donc j'ai pas eu le temps de vraiment mettre beaucoup d'énergie dans le podcast. Mais rassurez-vous, il est de retour. Je promets pas nécessairement qu'il y en aura un chaque semaine, mais idéalement le plus souvent possible, là, au maximum une fois ou 2 semaines. Donc voilà, en espérant que vous serez encore une fois au rendez-vous. J'ai eu beaucoup de bons feedbacks pour la dernière entrevue avec Olivier Brett. C'était vraiment un plaisir de faire ça. J'ai déjà plusieurs pistes là, que je travaille pour faire le même type d'entrevue pour la suite. Donc vous devriez en avoir des nouvelles cet été sans faute. Aujourd'hui, un épisode relativement canadien. Je vais commencer par un petit retour sur le match de l'Impact, là, bon, parce qu'il était hier, puis même si je sais que Nilton et Sofiane vont vous faire assurément un excellent couscous piri-piri, finalement après une victoire, je vais quand même noter quelques petites choses. Ensuite, c'est ça, je vous disais, un épisode canadien parce que, bon, il y a la Coupe du Monde qui s'en vient bientôt. Le Canada n'y sera pas, évidemment, mais bon, il y a quand même quelques sujets canadiens. Il y a le tournoi de Toulon actuellement en France qui se déroule. Il y a la Canadian Premier League qui commence bientôt, le championnat canadien. Donc, on va faire un petit tour de tout ça puis l'analyser sous divers angles. Donc voilà, finalement, une victoire de l'Impact hier 1-0 contre le Dynamo de Houston. Une victoire qui fait du bien, vous pourrez le lire dans mon article qui sera publié plus tard aujourd'hui, ou plutôt aujourd'hui en fait, dans les coulisses. Une victoire qui soulage beaucoup, autant les joueurs qu'autant les partisans. Je me souviens pas d'un but. Quand Jason Vargas a marqué hier, on a vraiment senti une tonne de pression qui a quitté à la fois les épaules des joueurs, mais aussi dans les estrades, ça se sentait le finalement. Puis même, je dirais que le but est arrivé tout juste avant la mi-temps, puis à la mi-temps, je parlais avec quelques personnes, puis tout le monde était relativement prudent, c'est-à-dire, c'est arrivé trop souvent cette saison que l'Impact regardait bien à la mi-temps, puis finalement s'effondrait complètement en deuxième moitié de match. Donc, je sentais vraiment une foule prudente qui voulait que son équipe gagne, mais qui voulait pas non plus partir en peur, puis se retrouver encore une fois déçu. Mais non, l'Impact a tenu bon, puis a même... a plié, mais pas tant que ça. Ils ont réussi à conserver une relativement bonne possession en deuxième moitié de match. Puis, il n'y a pas eu d'occasion trop franche ou trop dangereuse sur le but d'Evan Bush. Quelques-unes, évidemment, là, mais rien de trop dramatique. Justement, d'ailleurs, la foule m'a surpris. Quelques 17 000 personnes, bon, ça c'est le nombre de billets vendus, mais quand même, le stade était relativement bien rempli. Je m'attendais à moins que ça pour un match un peu moins sexy contre le Dynamo. Après, bon, plusieurs défaites de suite, 2 défaites de suite à domicile sans marquer de but qui ont fait très très mal au moral. Donc, je suis content que les Montréalais aient réagi comme ça. D'ailleurs, on sait que l'Impact a augmenté le prix de ses billets cette saison. Ça aurait pu faire mal à ce niveau-là. Puis la séquence de défaites aurait vraiment pu vider le stade. Honnêtement, je m'attendais à comme 12-13 000 personnes. Là. Puis j'aurais été déçu, c'est sûr, mais comme c'est ce à quoi je m'attendais. Donc en espérant que la victoire de l'Impact va ramener un peu les gens encore plus au stade. Puis qu'ils vont surtout, que l'équipe va continuer à gagner. 1-0, c'est un peu court comme victoire. On aurait pu s'attendre à plus, considérant surtout que le Dynamo faisait tourner son effectif. Kyoto était pas sur l'alignement partant, Maniotas non plus. Même Eric Alexander, qui est quand même un joueur important en milieu de terrain pour le Dynamo, n'était pas là. Il y avait le Albert Ellis, qui est toujours très dangereux. Mais c'est vraiment donc le but de Vargas qui fait la différence. On sentait vraiment que l'Impact, c'est ça, contrôlait la possession, mais ils n'arrivent pas à trouver cette espèce de brèche pour percer la défense, puis avoir vraiment des occasions franches. On sent que le jeu finit toujours par se transposer d'un latéral à un autre, qui repasse par pied tout à l'heure au milieu, qui renvoie à l'aile. On sent qu'ils sont comme bloqués dans cette tactique-là, puis qu'ils savent pas vraiment... comment s'en sortir. Quand ils décident de centrer, il n'y a personne à la réception du ballon. Donc c'est un peu difficile, là, même si l'Impact avait la possession, on les sentait pas nécessairement confiants ou on sentait pas pratiquement qu'un but s'en venait. Là. Il a fallu donc un superbe but de Vargas d'ailleurs parce que
Piet récupère le ballon, puis lui fait la passe. Vargas a vraiment aucun espace. Là. Il y a comme 3-4 joueurs du Dynamo tout juste autour de lui, puis il fait vraiment son tir en 2 touches. Il arrête le ballon, il se retourne, il tire. Donc un but vraiment d'un marqueur naturel. Déjà son 4e but, lui qui est confiné au banc depuis déjà plusieurs semaines, ça pourrait le ramener dans les bonnes grâces de Rémi Garde. Vargas, en même temps, on le transformera pas. C'est pas un joueur qui s'implique tellement dans la construction. C'est pas un joueur qui revient défensivement. C'est pas un joueur qui va gagner des duels aériens. Ce qu'il fait, c'est qu'il marque des buts. Il sait tirer, il sait quand tirer, il sait comment tirer. Puis ça, veut pas, l'Impact, on n'a pas beaucoup des joueurs comme ça. Donc il faut, je pense, reconnaître les forces de Vargas, reconnaître ses faiblesses, les accepter, mais utiliser Vargas dans un rôle qui va servir l'Impact. Là. Considérant que l'équipe n'avait pas marqué depuis pratiquement 400 minutes, c'est pas vrai qu'un joueur comme Vargas est inutile pour l'Impact, là, même si certains voudraient le faire croire. Il y a une façon de l'utiliser, puis il peut être utile. C'est lui qui a donné la victoire hier. Donc, à part Vargas... d'ailleurs, pour dire, Rémi Garde a sorti Vargas, je pense, vers la 60e pour faire entrer Ken Krolicki. Je sais pas sont où tous les gens qui se plaignent toujours des changements de Rémi Garde, mais ça, c'en était un parfait. On sentait que l'Impact commençait à souffrir un peu en possession. Vargas touchait absolument aucune balle. Malgré son but, on l'a sorti, on a amené un Krolicki énergique qui, lui, n'hésitait pas à faire le terrain nord-sud sans arrêt, puis qui a permis à l'Impact et à son milieu de souffler un peu. Donc, un excellent changement de Rémi Garde. Sinon, il y a Samuel Piet qui était sur toutes les lèvres, qui a fait un excellent match hier. C'est vraiment son surnom de Bulldog va le suivre parce qu'il récupère bon nombre de ballons au milieu de terrain. Il cherche toujours le jeu le plus facile, puis c'est ce qu'on demande à un joueur à son poste. Il récupère le ballon, il fait une passe facile, on conserve la possession. Des fois, il se laisse tenter un peu vers une passe vers l'avant où il n'est pas encore totalement à point à ce niveau-là. Je pense que c'est peut-être la chose qu'il aurait à travailler. Mais bon, en fait, en termes de numéro 6, là, il joue parfaitement bien. Il est tellement important à l'Impact. Je sais pas qu'est-ce que l'équipe ferait sans lui actuellement. Donc, bravo à Samuel Piet. Il y en a beaucoup là, qui demandent qu'on nomme capitaine. Je pense que faut laisser les choses se placer. Le brassard va lui revenir un jour ou l'autre. Je pense que ça fait pas beaucoup de doute, mais laissons le temps au temps, comme on dit. Puis, faut pas forcer les choses. Fanny Raitala aussi en défense centrale qui ont fait un gros match. L'Impact dominait la possession, ce qui fait que le Dynamo s'est vu obligé de jouer la contre-attaque. Puis surtout en première mi-temps, c'était que ça qu'il faisait. Dès qu'il récupérait le ballon, il faisait des longues balles vers Ellis qui était tout seul en pointe. Puis on avait chaque fois Fanny ou Raitala qui était là puis qui réussissait à lui soutirer le ballon puis à relancer l'attaque. Surtout Raitala quand même, faut lui lever notre chapeau parce que c'est un défenseur latéral qui a pratiquement pas souvent joué comme def central puis il se débrouille plus que bien. J'avais espoir de le voir finalement à son poste de latéral hier avec le possible retour de Rudy Camacho, mais finalement ça devra attendre. Puis bon, Raitala se débrouille très très bien. Honnêtement, je pense que Fanny joue très bien aussi, mais je pense que si on avait à décerner le fameux honneur du défenseur de l'année, qui a perdu beaucoup de son lustre depuis que Daniel Lovitz l'a gagné, je pense qu'il faudrait le donner à Raitala actuellement parce que c'est vraiment Oui, il a fait quelques erreurs, mais encore une fois, il joue pas à sa position naturelle puis il donne quand même du gros foot là, à l'Impact puis à Rémi Garde qui en doit beaucoup à Raitala jusqu'ici. Donc, belle performance de Fanny Raitala qui réussissent à conserver le jeu blanc. À l'opposé, j'ai été un peu déçu de Jackson. Je trouve que Mancuso a tellement été beige et fantomatique au Minnesota que Jackson avait encore une fois une occasion à saisir, puis c'est quand on lui donne le poste qu'on sent qu'il manque quelque chose. Il réussit à faire de belles courses derrière la défense. Quelquefois, des passes en profondeur, il est allé les récupérer, puis il s'est approché du but, mais c'est vraiment quand il s'approche de la surface de réparation, balle au pied, il tente un dribble, il tente 2 dribbles, il tente de se placer pour un tir, mais il réussit jamais, il finit toujours par perdre le ballon. Je pense qu'il doit lui aussi peut-être apprendre à jouer sur ses forces, puis à délaisser un peu ses faiblesses, c'est-à-dire, quand il se retrouve dans cette position-là, il doit savoir arrêter le ballon, temporiser, attendre quelqu'un, puis trouver un Nacho, trouver un Taider au pire qui arrive en support, puis replacer tout le monde, puis essayer, parce que Jackson, malheureusement, il n'a pas les qualités techniques pour avancer, puis déjouer 2-3 joueurs, puis réussir à tirer. Il est bon dans les duels aériens, il a une bonne pointe de vitesse quand il n'est pas balle au pied, d'ailleurs, on le sous-estime à ce niveau-là, mais c'est pas un joueur qui va dribbler tout le monde, puis il doit le comprendre, il doit arrêter d'essayer de changer ça. Il y a Taider aussi, que j'ai vu plusieurs personnes le nommer, même Saputo d'or. Je suis un peu surpris. Oui, Taider a mieux joué hier que dans les derniers matchs. Mais encore une fois, ça va faire Taider, on doit s'attendre à plus de lui.
Surtout quand il joue aux côtés de Piet comme ça, il doit mieux s'offrir en support. T'sais, il faut que Piet récupère le ballon. Puis idéalement, il devrait chercher tout de suite Taider, essayer de lui donner le ballon. Puis c'est Taider ensuite qui doit créer, qui doit faire ces passes-là vers l'avant qui vont briser des lignes puis qui vont donner des opportunités à des Piatti ou des Edwards qui ont des bonnes pointes de vitesse puis qui vont réussir à déstabiliser la défense adverse. Je sens que Taider, dès qu'il touche au ballon, il devient nerveux, il manque de confiance, il perd ces 2-3 petites secondes-là qui vont tuer ses options puis qui vont le forcer à soit perdre le ballon ou faire une passe dans les pieds de l'adversaire ou faire une passe vers l'arrière encore une fois pour conserver la possession. Oui, mais je m'attends à plus de Taider puis je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas se satisfaire de ce qu'il nous a donné hier, même si c'est mieux qu'avant. T'sais. Il faut s'attendre à plus de Taider, il faut lui demander plus. Puis oui, on peut l'épauler, puis moi je lui donne du temps, je lui donne 1 an à Taider pour vraiment apprivoiser la ligue puis se faire une place. Il l'a répété cette semaine que il n'est pas ici en touriste un peu comme pouvait l'être Jemiley. Là. Il veut que ça fonctionne, il veut être ici longtemps. Puis donc, donnons-lui le temps. Mais en même temps, il faut faire attention. Il ne faut pas se satisfaire de peu pour Taider. C'est un joueur désigné, il doit en donner plus, il doit être plus dominant. Sinon, un autre joueur qui m'a un peu déçu hier, c'est encore Lovitz, là, que j'aurais aimé voir sur le banc, remplacé par Raitala. Lovitz, il va faire des bons centres, mais parfois ça s'arrête un peu là. Il va réussir parfois à dribbler aussi un premier joueur, mais on dirait qu'à la seconde où il réussit à en dribbler un, ça lui monte à la tête, puis instinctivement il va vouloir en dribbler un autre, alors que s'il réussit à en passer un, vas-y, fais ton jeu, fais ton centre, fais ta passe. Ça sert à rien d'essayer de dribbler tout le monde, là. Il n'a pas ces qualités-là, puis il les aura jamais. Puis même défensivement, il y a un moment, milieu de la première mi-temps, où, moi je me souviens plus c'est quel joueur, mais un joueur du Dynamo qui fonce sur l'aile droite, puis Lovitz est un peu en retard, il court vers lui, puis au lieu de courir à côté de lui, ou je sais pas, d'essayer de toucher le ballon, il s'est lancé dans ses pieds sur un tacle, les pieds ouverts, ou si jamais il touchait les pieds du joueur, c'était un carton rouge direct, donc Lovitz a un peu une mauvaise conception de où il est sur le terrain, de quel jeu il doit faire à quel moment. C'est trop dangereux et t'es mieux de laisser une attaque comme ça ou de courir à côté du joueur, lui faire sentir une présence, que de te lancer dans ses pieds de cette façon-là où c'est sûr qu'en MLS tu vas avoir un carton rouge. Ça aurait complètement tué le match, puis probablement que le discours serait différent aujourd'hui parce que ce serait une énième défaite pour l'Impact. Mais bon, voilà, on peut être positif quand même parce que l'Impact a gagné. Finalement, 1-0, ils sont toujours loin au classement, mais on peut se permettre de rêver si ça vous tente, ou au moins d'espérer pour le prochain match. L'Impact s'en va à Dallas, si je me souviens bien, ce week-end. Et mercredi, le 13 juin, revient au Stade Saputo pour accueillir le Orlando City SC dans un autre match spécial pour le 25e anniversaire, en espérant que ça se passera mieux que pour le LA Galaxy. Donc voilà, c'était tout pour le retour sur le match de l'Impact. Là, je vais vous laisser avec les excellents Nilton et Sofiane pour le reste. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient? Dans 2 semaines, un peu moins même, une dizaine de jours maintenant, il y a la Coupe du Monde qui débute. Je vous disais que ce serait un épisode un peu canadien. Évidemment, le Canada ne sera pas à la Coupe du Monde. Mais quand même, c'est le 15 juin qu'on va savoir si le bid fait conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique pour la Coupe du Monde 2026 va être accepté. On sait que ce sera soit ces 3 pays-là d'Amérique du Nord, soit le Maroc. La semaine dernière, je crois que c'est la FIFA qui a rendu public les notes qui sont données à chacune des propositions. Le Canada et les États-Unis et le Mexique ont eu 4 sur 5, alors que le Maroc a eu seulement 2,7. A priori, ça donne l'impression que le Canada devrait gagner, que l'Amérique, je vais les appeler l'Amérique, que l'Amérique devrait l'emporter, mais on sait que la FIFA étant la FIFA, c'est jamais aussi simple. C'est sûr que le fait qu'en Amérique, il y a déjà tous les stades de construits, qu'on n'a rien à construire, c'est un énorme plus quand on considère les coûts de construction. Les coûts de construction de ces stades-là, de 1, mais aussi le fait que ça devient ensuite des éléphants blancs là, qui sont pas utilisés, par exemple, même au Brésil, un pays de foot qui a des pays construits au milieu des stades construits au milieu de la jungle qui ne servent plus. Donc, à quel point est-ce que ces notes-là sont déterminantes, je sais pas. De toute façon, il y a certaines incongruités, je trouve, là, il y a une catégorie Human Rights, où les deux propositions, à la fois l'Amérique et le Maroc, ont eu une note de moyenne sur les Human Rights, alors que, rappelons-nous que le Maroc a une loi anti-homosexuelle. Donc, je ne sais pas si c'est entré en ligne de compte, mais ça me semble un peu étrange de mettre ces deux propositions-là sur un pied d'égalité quand on sait qu'il y a des lois comme ça qui existent au Maroc. Mais bon, une bonne chose quand même, c'est que les votes pour
pour tous les pays puis les fédérations de foot en fait qui ont un droit de vote sont rendus publics. Donc on va savoir qui a voté pour qui, ce qui devrait peut-être pas éliminer, mais bon, rapetisser tout risque de corruption ou de choix un peu déjà faits, on pourrait dire. Donc moi je pense qu'il faut rester positif. Je pense que normalement la proposition de l'Amérique devrait passer, puis on devrait recevoir la Coupe du Monde en 2026, peut-être à Montréal. En tout cas au Canada, aux États-Unis et au Mexique, souhaitons-le. Ce serait vraiment, vraiment une belle vitrine pour le foot d'ici, puis une belle occasion aussi pour le Canada de construire avec un objectif qui est loin, mais pas si loin, 8 ans, vous allez voir, ça va passer vite, puis qui sait, peut-être que cette optique-là va pousser l'équipe à encore mieux jouer puis se qualifier déjà pour 2022. À suivre, mais en tous les cas, je pense que ça regarde bien. Ça va être la première chose que je vais regarder, moi, en vue de la Coupe du Monde, avant d'ensuite profiter des matchs et des phases finales. Justement, je vous invite, là, Alec et Fred Lopo ont commencé là, à faire des prévisions de chaque groupe où ils reçoivent un invité qui connaît bien un des pays dans un groupe. Ils ont commencé avec le groupe A cette semaine, puis je pense qu'ils vont poursuivre comme ça là, jusqu'au début de la Coupe du Monde. C'est super intéressant comme podcast, on découvre les équipes, puis c'est vraiment parfait avant le début de la compétition, donc je vous invite à écouter ces podcasts-là. Sinon, justement, je vous parlais du Canada, bon, qui possiblement va être de la Coupe du Monde 2026, donc doit commencer un peu à penser à quel pourrait être son plan d'ici là. On sait qu'il y a John Herdman qui vient d'être nommé entraîneur de la sélection. Est-ce qu'il serait encore là dans 8 ans? Bon, c'est à suivre, mais il y a un tournoi actuellement à Toulon, un gros tournoi d'équipes de jeunes chaque année. Le Canada est représenté. John Herdman est sur place, mais il y a Mauro Biello, on sait, qui entraîne l'équipe des moins de 23 ans qui est là-bas. Les Canadiens se débrouillent surprenamment bien. Ils étaient dans un groupe assez difficile avec l'équipe de jeunes du Portugal, de la Turquie et du Japon. Ils ont fait d'entrée de jeu match nul 0-0 contre le Portugal. Ils ont réussi à vaincre la Turquie 1-0 et ont fait ce matin match nul 1-1 contre le Japon. Ça les place temporairement en tête du groupe C, de leur groupe. Mais bon, au moment où j'enregistre ça, la Turquie est en train de battre le Portugal, ce qui les placerait devant le Canada. On sait qu'il y a 3 groupes dans ce tournoi-là. Le meneur de chaque groupe passe directement en demi-finale. Puis les 3 meilleurs deuxièmes sont regroupés dans un groupe et celui qui a le plus de points passe également en demi-finale. Malheureusement pour le Canada, avec leurs 2 matchs nuls et leur victoire, ils ont 5 points, si je ne m'abuse. Et ce serait pas suffisant parce que je sais plus c'est quel pays, bon, mais il y a une équipe qui est déjà deuxième, qui a déjà 7 points. Donc, si vraiment la Turquie vainc le Portugal, malheureusement, ça va s'arrêter là pour le Canada. Mais quand même, je pense qu'ils n'ont pas à rougir de cette performance-là. Ça démontre que, bon, ils sont capables de rivaliser avec des bonnes nations. Le Portugal, qui est, bon, championne d'Europe en titre. La Turquie, qui est toujours une belle nation. Même le Japon, qui a toujours de bonnes équipes. Puis c'est un tournoi de grande qualité. Là. Les 2 dernières éditions ont été remportées par l'Angleterre. Puis si on remonte dans le temps, c'est toujours de grandes équipes. Là, l'Italie, la France. C'est toujours de ce type d'équipe-là qui gagne. Donc vraiment, chapeau au Canada à ce niveau-là. On sait qu'il y a certains joueurs de l'Impact qui sont là aussi. Il y a Shamit Choumi, notamment, qui a fait une passe décisive sur le but qui a donné la victoire contre la Turquie. Mathieu Chouanière est là. Clément Baya est là. James Pantemis. Je pense Daniel Kinumbe aussi est là. Donc, une bonne nouvelle là, pour le futur de l'Impact qui passe. Bon, on sait que, loin de moi l'envie de revenir là-dessus, là, mais le fait qu'il n'y ait pas le FC Montréal, bon, c'est une belle opportunité pour ces joueurs-là d'obtenir un autre type d'expérience puis de côtoyer des joueurs qui, éventuellement, vont peut-être côtoyer en sélection puis de se développer différemment en affrontant aussi des équipes de grande qualité. Donc, c'est une bonne chose pour l'Impact. Il y a d'autres noms aussi qui sont très intéressants là-bas, notamment le Québécois Émile Legault, qui vient de Saint-Lambert, je pense, qui est parti très, très jeune jouer en Europe. Il évolue actuellement avec l'équipe de l'Académie de l'AG Auxerre en France. AJ Auxerre, pardon, en France. Il évolue comme latéral alors que c'est
avec le Canada alors que c'est plus un milieu de terrain, donc il est difficile à évaluer un peu. Je sais qu'il y a des bons rapports à son niveau, là, ce serait un joueur avec un certain talent. Est-ce qu'éventuellement l'Impact pourrait s'y intéresser? Le fait qu'il soit québécois nous donne assurément une longueur d'avance. J'imagine qu'Émile Legault va vouloir pousser l'expérience européenne le plus possible, mais peut-être que s'il arrive à un point un peu comme Samuel Piette où bon, il voit que ses options sont limitées là-bas, où il y a peut-être pas nécessairement de place en équipe première, puis que bon, la MLS, on sait, monte en puissance, ça pourrait devenir une belle opportunité pour lui de venir à Montréal. Justement, je me demandais le fait que Mauro Biello soit l'entraîneur de cette équipe-là ou des U23, puis en tout cas qu'il soit impliqué dans le programme canadien, je me demande à quel point ça peut servir l'Impact. On sait que ça s'est pas nécessairement terminé en excellents termes là, entre Biello et l'Impact. On a blâmé Biello pour la saison difficile l'année dernière. Mais quand même, je pense que pour tout ce que Mauro Biello a traversé à Montréal avec l'Impact au fil des ans, au fil des ligues, c'est sûr qu'il doit garder un lien intime là, avec l'organisation, avec Joey Saputo, avec DeSantis, etc. Donc je pense qu'encore malgré la situation de l'an dernier, Mauro Biello peut se faire un bon représentant de l'Impact, puis peut vanter l'Impact, je pense, à un joueur comme Émile Legault, ou en tout cas développer une relation avec lui qui, bon, un jour pourrait payer pour l'Impact. C'est à suivre, mais je pense que je vois ça d'une façon positive. Il y a un autre joueur aussi que je vous dis de surveiller son nom, Liam Miller, un jeune Canadien qui est à l'Académie de Liverpool, qui joue très bien d'ailleurs avec l'équipe U19 à Liverpool. Il est un joueur important, il a marqué beaucoup de buts, c'est un allié offensif. Il est vraiment à suivre de très près, je vous dis, parce que je serais pas surpris que, bon, peut-être pas nécessairement à Liverpool, mais j'ai confiance qu'il va un jour percer en Ligue anglaise, même en Championship, ce serait une bonne chose, je pense, pour le foot canadien. Donc, c'est assurément un joueur qu'on va voir aussi en équipe nationale, qui, bon, est à quoi, 18 ans, là, donc aurait 26 ans en 2026, donc pourrait être dans ses relativement meilleures années, et assurément un joueur important de la sélection, donc un nom vraiment à surveiller. Donc voilà, le Canada qui fait bien à ce tournoi-là, mais je me pose quand même la question, est-ce qu'on peut se fier à des performances comme ça d'équipes de jeunes face à d'autres équipes de jeunes? J'ai l'exemple souvent, là, on voit cette saison surtout l'Académie de l'Impact qui fait extrêmement bien face à toutes les autres académies, qui a vraiment des performances extraordinaires, qui a même battu la superbe Académie des Red Bulls là, il y a 2 semaines, je pense, puis qui va terminer la saison bon, au premier rang pratiquement partout, là, U15, U17, U19. Mais on a de la difficulté à voir ça se transmettre en première équipe. Donc, à quel point les bonnes performances d'une équipe de jeunes peuvent se transmettre après en équipe senior? Pour moi, ce lien-là n'est pas clair encore et pas définitif. Le fait que le Canada batte le Portugal, fasse match nul contre le Portugal, mais quand même tienne son bout, puis battre la Turquie, est-ce qu'on peut extrapoler, faire une règle de 3 en disant qu'éventuellement, le Canada va être au niveau de ces sélections-là? Je pense pas. Donc, il faut vraiment trouver une manière de poursuivre la progression de ces jeunes-là qui se développent bien, qui ont de belles aptitudes, mais qu'on n'arrive pas souvent à faire passer au niveau supérieur. Donc, je pense que c'est ça vraiment sur lequel il faut tabler pour les prochaines années au Canada, puis avec l'Impact d'ailleurs. Mais c'est vraiment ce paradigme-là que j'ai de la difficulté à voir. Comment transposer les bonnes performances d'équipe de jeunes vers l'équipe senior? C'est complexe, c'est difficile, mais je pense qu'il faut s'y attarder parce que, visiblement, le Canada fait bien en équipe de jeunes. Donc, il faut miser là-dessus, puis poursuivre. Justement, les jeunes Canadiens vont avoir une bonne nouvelle puisqu'il y a la Canadian Premier League qui va débuter bientôt. Le projet devient de plus en plus sérieux. On a commencé à en entendre parler il y a 2 ans peut-être, plus sérieusement. Puis bon, je trouve que le processus s'accélère vraiment. Puis un projet auquel, à première vue, je croyais pas trop. J'étais un peu sceptique. Finalement, ça va se réaliser. Puis ça semble assez sérieux, puis assez bien même, je dirais. La Ligue a commencé début du mois de mai à annoncer ses équipes. On savait déjà que les équipes de Hamilton et de Winnipeg en feraient partie, puisque les propriétaires des équipes respectives en Ligue canadienne de football étaient impliqués dans le projet. On a appris que l'équipe York 9 FC, près de Toronto, qui va jouer. Il y a les Halifax Wanderers FC. Il y a une équipe qui va être annoncée bientôt sur la Vancouver Island, donc pas loin de Vancouver, mais pas nécessairement au centre-ville. Il y a une équipe de Calgary, le Cavalry Football Club, qui a été annoncée déjà. Puis bon, il y a les questions du Fury d'Ottawa, qui est en USL cette saison.
et de l'équipe d'Edmonton qui était en NASL l'an passé, qui a cessé ses activités cette saison, puis qui devrait logiquement rejoindre la Canadian Premier League l'an prochain, on espère. Ça nous fait 7 équipes avec probablement une ou deux autres, ou peut-être même 3 d'annoncer. Ça fait 8 équipes, pardon, c'est ça. Edmonton, Ottawa, Hamilton, Calgary, Winnipeg, Vancouver, Halifax, York. 8 équipes. Ce devrait, selon moi, être les 8 équipes qui vont entamer le championnat pour la première année en 2019. Ça devrait commencer au printemps 2019. J'avoue que je commence à me sentir vraiment séduit par cette ligue-là, surtout qu'on sait que la Canadian Premier League veut vraiment refuser des équipes réserves. Il y a eu d'ailleurs un peu de... Bon, je dirais pas brasse camarade, là, mais le Toronto FC était vraiment pas content parce que l'équipe de York 9 FC, justement, qui est très bon de Toronto, mais juste à une distance assez loin pour avoir son identité propre, mais pour toucher quand même la grosse population de Toronto, puis idéalement attirer des partisans. C'est ça, c'est Bill Manning, un des présidents du Toronto FC, qui était un peu fâché de cette décision-là de la Canadian Premier League de refuser d'être des équipes réserves. Lui aurait aimé que l'équipe qui soit près de sa ville qu'il puisse avoir un lien avec, mais au contraire, York 9 FC qui veut se voir ou se présenter en tout cas comme un compétiteur au Toronto FC. C'est-à-dire éventuellement les affronter peut-être en championnat canadien, on y reviendra. Mais voilà, donc je pense, moi j'aime cette mentalité-là. J'aurais pas aimé d'une ligue qui arrive puis qui, est un peu frileuse ou ne sait pas où se mettre. Non, j'aime que la ligue arrive, veut vraiment être une ligue canadienne pour les Canadiens. À l'opposé de la MLS qui, on arrive rarement à l'oublier, mais est une ligue très américaine. Puis les Canadiens en souffrent parfois. Donc voilà, je pense que c'est une ligue qui a de belles idées. J'ai vraiment hâte de voir à quel point ça va se concrétiser. Puis d'ailleurs, cette idée-là, de l'équipe de York puis celle de Vancouver Island, de se tenir juste assez loin des grands centres, je me demande pourquoi, ou en tout cas, je me demande si ça pourrait pas être viable à Montréal. Pourquoi pas Laval ou Blainville, que sais-je, ou Québec, tu sais. Oui, il n'y a pas nécessairement de stade. On sait que la Ligue demande un minimum de 7000 spectateurs. Je sais pas, je connais pas assez les stades lavallois pour savoir s'il y aurait possibilité d'éventuellement, à terme, avoir un stade avec cette capacité-là. Mais je pense que plutôt que tard, il va falloir que le Québec se joigne à cette ligue-là parce qu'on est vraiment en train de rater le bateau. Puis il y a quelque chose à faire ici, là. Il n'y a pas que l'Impact au Québec. Il y a plusieurs équipes qui montent en puissance. On reviendra sur l'AS Blainville. Mais il y a plus de place là, dans le marché montréalais, marché québécois, que seulement pour l'Impact. Je sais que ça peut être difficile à entendre parce que le stade n'est pas constamment plein, mais il y a quelque chose à faire, puis je pense que le Québec ne doit pas rater le bateau. Comme je disais, la Ligue va débuter au printemps 2019. Il y a une annonce plus officielle qui va se faire après la Coupe du Monde. On sait que la Ligue veut vraiment profiter de tout l'espace médiatique qui va être donné au foot. C'est vraiment, il y a de belles idées, là. Rien n'est encore assuré, mais on devrait justement en savoir plus après la Coupe du Monde. La Ligue vise à éventuellement avoir un système de promotion et de relégation. Idéalement, ils auraient 16 équipes peut-être, ou 8 en première division, 8 en deuxième, quelque chose comme ça, avec un système de promotion et de relégation. C'est une super belle idée. Ils visent des salaires entre 60 000 et 100 000, donc on s'éloigne vraiment du semi-professionnel, là. Ça va être professionnel. Ils estiment un cap salarial à environ 1,5 million par équipe pour débuter l'aventure. Donc, on va quand même pouvoir avoir de belles équipes, je pense. Ce qui n'est pas encore clair pour moi, c'est est-ce que ça va être un format comme la MLS, c'est-à-dire est-ce que tous les joueurs vont signer des contrats avec la Canadian Premier League, puis est-ce que la Ligue va vraiment centraliser toutes les décisions, les signatures avec les joueurs, puis les clubs, les propriétaires vont acheter une partie de la ligue pour avoir un club. Ce système-là qui est pas nécessairement le meilleur selon moi. J'aimerais voir un peu, surtout si on vise la promotion pour la relégation à terme, j'aimerais voir quelque chose de plus européen, là, c'est-à-dire un propriétaire qui s'achète un club et qui investit dedans comme bon lui semble. Après, c'est peut-être difficile pour la survie d'un club comme ça. On ne sait pas combien de gens ça va attirer, s'il va y avoir des droits télé impliqués. Donc, tout ça est encore à déterminer selon moi. C'est sûr que, d'ailleurs, à ce niveau-là, que le niveau va être moins bon que la MLS. Donc, comment attirer l'intérêt? C'est là que ça devient un peu complexe. Je pense que l'idée, puis ce sur quoi vont miser beaucoup les gens de la Canadian Premier League, c'est
une ligue canadienne pour les Canadiens. Donc, je pense que ça va être beaucoup de joueurs canadiens. On se souvient, là, qu'en MLS, bon, les règles ont un peu changé cette saison, mais c'est pas tout à fait clair, mais qu'à part à Montréal, Vancouver et Toronto, les joueurs canadiens sont considérés comme des joueurs étrangers en MLS, ce qui n'est vraiment pas leur cas. Donc je pense que la Canadian Premier League va vraiment beaucoup miser sur ça, essayer d'attirer le plus possible de tous ces joueurs canadiens qui ont le talent pour jouer professionnel, mais pas nécessairement en MLS, compte tenu du peu de niveau, du peu de clubs au Canada. T'sais, on peut penser à des gars comme Carl Ouimet, comme Kyle Baker, même, allons-y, Master Cachard, Marco Dominguez, ce type de joueurs-là. Bon, s'ils sont pas capables de se trouver une place dans un club de la MLS ou dans un club réserve, je pense que la Canadian Premier League peut vraiment, vraiment être une belle opportunité. Puis d'ailleurs, je pense que d'autant pour les joueurs de l'Impact, c'est considérant pour les jeunes de l'académie, même si on sait qu'il ne pourrait pas avoir d'équipe réserve en CPL, bon, l'entente que l'Impact a avec le Fury d'Ottawa cette année, peut-être que ça pourrait être d'autant plus intéressant en Premier League, en Canadian Premier League, considérant qu'il va falloir avoir beaucoup de joueurs canadiens. Bon, tous les joueurs qui sortent de l'académie ou presque sont canadiens. Fait que je pense qu'un gars comme Balbinotti, qui a pas ou peu de minutes de jeu cette saison à Ottawa, mais pourrait peut-être en avoir un peu plus là, en Canadian Premier League. Puis peut-être que même l'Impact pourrait, qui sait, avoir un plus gros partenariat, c'est-à-dire pas seulement avec Ottawa, si c'est Vancouver Island qui a besoin d'un attaquant puis qui peuvent offrir du temps de jeu à Balbinotti, ben allons-y. Puis bon, meilleur Giguère puis Crépeau resteront à Ottawa, puis tant mieux. Donc voilà, ça va être intéressant, surtout qu'on sait que la CPL va pas faire un quota de joueurs canadiens. Donc ça sera pas, on doit avoir 10 joueurs canadiens par équipe, ça va être un quota de joueurs étrangers. Puis on sait que ça va être plus petit que la MLS, là, qui est à 8, je crois, à la base. Donc ça va peut-être être quoi, 4 ou 5 joueurs étrangers possibles par équipe. Donc on veut vraiment faire de la place aux joueurs canadiens, leur permettre de se développer. Je pense que c'est vraiment, vraiment quelque chose d'excitant. Je pense qu'on va la suivre assidûment, cette ligue-là. Je pense qu'elle va grandir. Je pense que ce serait intéressant que ce soit autant que possible diffusé à la télé. Sinon, j'ose croire qu'ils vont développer un partenariat avec YouTube ou une plateforme Internet où les gens vont pouvoir suivre. Puis bon, moi je vous dis, mettez de la pression sur vos associations amateurs, sur qui vous pouvez, mais le Québec doit embarquer dans cette ligue-là. Tôt ou tard, on doit avoir une équipe, la nôtre. Puis je vous dis, ça va devenir une seconde source de fierté après l'Impact là, pour les Québécois, j'en doute même pas. Donc il y a quelque chose à faire là. Puis d'ailleurs, ce qui m'amène à mon dernier sujet, l'arrivée de toutes ces équipes canadiennes-là va, je l'espère, rendre le championnat canadien d'autant plus intéressant. On sait que c'est un peu plate là, ces dernières années. Bon, il y avait Edmonton, Ottawa, in and out, mais sinon, c'était essentiellement joué entre les trois équipes de la MLS qui bon, avaient une genre de fake demi-finale, puis, tu sais, comme là, cette saison, il y a Toronto qui est déjà en demi-finale d'un côté, puis il y a Montréal et Vancouver qui s'affrontent de l'autre. Puis on sent déjà une ouverture cette saison. Et, en fait, parce que c'est pas confirmé là, que les équipes de la Canadian Premier League vont participer au championnat canadien, mais on s'entend que oui. Puis on peut aussi le déduire par l'ouverture qui est faite cette année par l'Association canadienne de soccer d'intégrer les championnes équipes semi-professionnelles du Québec et de l'Ontario qui vont constituer le premier tour du championnat canadien. Et on le sait, puis je vous conseille d'ailleurs à ce sujet-là d'aller regarder le reportage de Nick Martineau qu'il a fait à TVA Sport avant le match d'hier. Je l'ai écouté en reprise ce matin. Là, c'est vraiment un super bon reportage. Comme toujours, Nick Martineau fait un excellent travail. Donc bref, tout ça pour dire que le championnat canadien, je pense, veut voir cette ouverture-là. On sait que c'est en France, en Angleterre, c'est déjà comme ça. Même la US Open Cup aux États-Unis intègre un grand nombre d'équipes amateurs, même parfois. Donc des joueurs qui non seulement ne sont pas payés, mais payent pour jouer carrément. Je pense que c'est juste bon pour le spectacle, puis ça peut juste créer des petites histoires Cendrillon qui permettent à les équipes de se rendre loin. Là, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est l'an dernier en FA Cup en Angleterre, il y avait Arsenal qui, comme en huitième de finale, ou peut-être même plus loin, affrontait une équipe d'un tout petit club avec le gardien qui était... Le gardien de cette équipe-là était obèse au moins, là, puis il mangeait un gros sandwich à la mi-temps sur le banc. Là. Parce que c'était tout un spectacle. Donc ça crée ces petits moments-là, je pense, qui sont bons pour le folklore puis pour l'histoire. Puis je pense que l'arrivée de ces 8 nouvelles équipes-là en CPL puis les intégrer au championnat canadien, ça va vraiment rendre ça plus intéressant.
Peut-être même qu'à terme, je sais pas, c'est sûr que c'est la CONCACAF qui voit ça, puis évidemment, ça prend du temps, mais peut-être que si la Canadian Premier League réussit à grandir, à grossir, et même à avoir 2 divisions, qui sait, peut-être que la CONCACAF va reconsidérer le seul spot alloué au Canada. Peut-être qu'un deuxième spot pourrait être disponible. Puis on pourrait avoir deux équipes deux équipes canadiennes qui seront en Ligue des Champions. Je pense que ce serait vraiment une bonne chose. Mais je pense que ça va servir le championnat canadien. Là. Déjà, tu sais, dans une saison comme celle-ci, pour l'Impact, où les séries sont déjà pratiquement hors de portée, le championnat canadien devient vraiment quelque chose sur lequel l'Impact peut tabler, puis peut se dire que c'est son nouvel objectif pour la saison. Je sais qu'ils ne le feront pas, je sais qu'il est tôt dans la saison, puis qu'il faut qu'ils continuent à vendre des billets pour les autres matchs, donc ils ne vont pas dire ça, mais j'espère quand même que derrière les portes, Rémi Garde se dit, ok, la saison c'est un peu foutu, mais allons-y pour le championnat canadien, puis il faut battre Vancouver en demi-finale, puis probablement Toronto, il faut les battre en finale, là, puis aller chercher ce spot-là. Je pense qu'il serait un bombe sur une saison qui s'annonce quand même difficile. En attendant, le championnat canadien commence mercredi à Laval, alors que l'AS Blainville, justement, reçoit les Oakville Blue Devils, les champions de la Ligue ontarienne, la League One, qui s'appelle, nous, c'est la première ligue de soccer du Québec, la PLSQ. À l'AS Blainville, d'ailleurs, une autre chose qu'on apprend dans le reportage de Martineau, c'est qu'il y a 7-8 ans, je pense, ils étaient au niveau 2A, puis ils ont monté 3A, puis ils ont monté en PLSQ. J'adore voir ce genre de choses-là commencer à se produire dans le foot québécois, là, où les équipes peuvent monter. Je sais que j'ai des bons amis, moi, Alexandre Kinol, que vous connaissez peut-être, là, qui évoluait en 2A l'année dernière avec son équipe des Shamrocks de Montagne, sont montés en 3A cette année. Éventuellement, peut-être vont être en PLSQ. Il y a l'équipe d'où je viens, d'ailleurs, où j'ai fait tout mon soccer amateur, le CS Fabros, qui, pour la première fois, a une équipe en PLSQ cette année. Donc, je pense que tout ce système-là, surtout considérant que la PLSQ, le champion a maintenant peut accéder au championnat canadien. Tout ça est bon pour le foot. Ça veut dire que n'importe quelle équipe, n'importe quelle association partout au Québec peut éventuellement monter en puissance puis affronter l'Impact, peut-on savoir. Donc bref, mercredi, le premier match de ce quart de finale, si je ne m'abuse, 8e de finale en fait. Ensuite, le gagnant du duel aller-retour entre la Blainville et les Oakville Blue Devils va affronter le Fury d'Ottawa en quart de finale. Et le gagnant de ce duel-là va rejoindre le Toronto FC en demi-finale, parallèlement à l'Impact qui va affronter les Whitecaps. L'AS Blainville, vous connaissez peut-être Pierre-Rudolph Maillard, qui a déjà joué pour l'Impact, qui a déjà joué pour le Fury d'Ottawa, qui est actuellement avec l'AS Blainville. Il y a Max Lecomte aussi, qui joue d'ailleurs en équipe nationale de beach soccer. Donc on voit que c'est un athlète aux multiples talents. Oakville Blue Devils, ce qui est intéressant, ils ont leur gardien de 23 ans qui vient de signer un contrat avec le LAFC. Donc on voit quand même que même si c'est semi-professionnel, là, il y a possibilité d'avoir des joueurs talentueux qui peuvent faire une carrière, sait-on jamais. Les Oakville Blue Devils qui ont d'ailleurs une académie de U8 à U19, ce qui est vraiment une bonne chose selon moi. Je pense que ça devrait être un bon duel. Je sais, beaucoup d'observateurs considèrent la Ligue One comme un peu plus forte que la PLSQ. Pour X raisons. J'ai peut-être lu ça aussi de commentateurs ontariens, là, je sais pas. Mais ça sera pas facile. Je pense pas que l'AS Blainville a ça tout cru dans le bec. Le match aller à Laval va être très important. Il reste des billets. C'est vraiment pas cher. Ça vaut la peine, selon moi. Moi, je pense bien y être mercredi soir à 7h30 au Stade Desjardins. Donc, je suis pas mal sûr que c'est à côté de Bois-de-Boulogne. Ça vaut la peine s'ils sont capables de sortir un bon résultat, d'aller vaincre ensuite Oakville en Ontario. On sait jamais. Les histoires de Cendrillon commencent comme ça. Puis, est-ce que qui d'entre vous a déjà oublié le fameux Marquons l'histoire de l'Impact? Pourquoi pas l'appliquer un peu à l'AS Blainville? Il y a beaucoup de belles choses qui se font actuellement dans le monde du foot au Québec, au Canada. J'espère que ça vous en donne un bel aperçu puis que ça vous donne espoir malgré ces temps un peu gris pour l'Impact de Montréal. Il n'y a pas que l'Impact dans la vie, on l'oublie des fois, mais il y a plein d'autres belles choses à s'intéresser. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous serez au rendez-vous et que vous serez au rendez-vous pour les prochains. Je vous invite à me suivre sur Twitter, @tardifjus, ma page Facebook Bleu, Blanc, Noir. Devenez patron Patreon de Cannes Football Club pour juste 5$ par mois. Vous pouvez aider Sid à réaliser de grandes choses.
Aimez, partagez, écoutez les autres podcasts du CanFC. Il y a de plus en plus de belles choses qui se font. Donc, merci d'être au rendez-vous et on se donne rendez-vous prochainement. Merci. Salut tout le monde.